C'est l'heure de votre journal Afrique. Notre dossier économie s'intéresse ce soir aux géants du web sur le continent. L'Afrique peut-elle leur faire payer des impôts? Élément de réponse avec Stéphane Ballong. Et puis l'histoire contemporaine de la Tunisie, une longue histoire faite de combats. Les meilleurs spécialistes du pays nous offrent un éclairage inédit. On y revient juste après l'actualité. Offensive assez inattendue en RDC, les fidèles de Kabila père adressent un ultimatum à Joseph Kabila. Il donne 5 jours au président congolais pour quitter ses fonctions. En Algérie, les malades en mal de médicaments, la pénurie s'aggrave dans les pharmacies. Tout est parti d'une décision des autorités de stopper les importations depuis l'étranger. En Centrafrique, la lente reconstruction des enfants soldats. Le gouvernement a ouvert un centre de formation à Bangui depuis 6 mois. Comme François, ils sont des dizaines à apprendre un nouveau métier pour se reconstruire. Son portrait dans un instant. C'est une sortie assez inattendue. En RDC, les anciens compagnons de Laurent Désiré Kabila mettent la pression sur le fils, Joseph Kabila. Ils lui donnent 5 jours pour quitter le pouvoir. Voyez les explications de Philippe Randrianarimanen avec Francine Mokoko. Pour ses partisans, Elikapen Kanyumbu, c'est le sauveur de la RDC. Une foule de militants en liesse à l'issue de cette réunion tenue au siège du Front de Libération Nationale du Congo. Un mouvement armé qui a fait chuter le maréchal Mobutu. Mais aujourd'hui, le général Kapen Kanyumbu marque son grand retour. Il veut imposer sa loi au président en place, Joseph Kabila. Il n'y aura pas l'élection cette année. Le président qui devrait organiser les élections et qui attendait faire la remise et reprise est parti et il doit confirmer le départ le 26 août. Kapen Kanyumbu s'appuie sur une disposition adoptée par le Parlement et promulguée par Joseph Kabila lui-même, qui instaure un statut de président de la République honoraire. Parue au journal officiel le 26 juillet, elle entre donc en vigueur 30 jours après. La suite, c'est l'AFDL qui prendrait le pouvoir. En 1997, cette alliance des forces démocratiques pour la libération, dont Kapen Kanyumbu est cofondateur, avait porté au pouvoir un certain Laurent Désiré Kabila. Pour Kapen Kanyumbu, l'AFDL ne fait que reprendre ses droits pour diriger une transition politique. Aujourd'hui, les anciens chefs des militaires et signataires de l'AFDL lui ont encore imposé une nouvelle méthode de satisfaire la nation congolaise, de laisser le pouvoir parce que le moment actuel, nous irons à la transition. C'est la transition qui entre avant le 23 décembre. Situé à une trentaine de kilomètres de Kinshasa, son fief qui semble paisible est une véritable base où vivent 3000 combattants auprès de leur chef. Le général Kanyumbu dispose d'influence dans l'armée et la police et de bonnes relations avec les présidents de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe. Un homme ambitieux à prendre très au sérieux. En Ouganda, la police a sévèrement réprimé les manifestants qui exigent la libération de Bobi Wine. Cet ancien chanteur devenu député de l'opposition est un fervent détracteur du président Yoweri Museveni. Arrêté le 14 août pour possession illégale d'armes à feu, il a été inculpé par un tribunal militaire. Ses proches dénoncent un coup monté et accusent les forces de sécurité de l'avoir brutalisé. Accusation que nie le chef de l'État ougandais. Elle est la dernière otage française dans le monde. Sophie Petronin a été enlevée au Mali fin 2016. Âgée de 75 ans, elle souffre de paludisme et d'un cancer. Sa famille n'en peut plus d'attendre dans l'angoisse et interpelle le président Emmanuel Macron. Le récit d'Antoine Delpierre. Je veux les assurer de notre inlassable volonté de la retrouver. Prononcée déjà plusieurs fois par le président français, cette phrase, la famille de Sophie Petronin ne peut plus l'entendre. D'abord parce que la barre des 600 jours vient d'être franchie. Depuis le 24 décembre 2016, quelque part dans le désert malien, la Française de 75 ans lutte pour sa survie. Atteinte d'un cancer et de paludisme, elle est privée des soins nécessaires et dans une vidéo diffusée par ses ravisseurs en juin dernier, son état de santé y apparaissait extrêmement fragile et précaire. Ensuite, parce que l'absence d'informations sur la stratégie du président français est insupportable pour sa famille. Le neveu de Sophie Petronin ne comprend pas la fin de non-recevoir de l'Élysée après leurs différentes demandes pour être reçus. Moi qui nous expose
vraiment ce qu'il compte faire dans l'enlèvement de ma tante, si c'est de la laisser mourir là-bas, au moins qu'ils nous le disent ouvertement. Si le ministère des Affaires étrangères insiste de son côté sur la discrétion évidente à observer, cet appel de détresse sera-t-il entendu par l'Élysée? Bien consciente qu'Emmanuel Macron refuse de négocier avec les ravisseurs, la famille de Sophie Petronin exige, au moins du président, la décence et le courage de lui dire en face. L'épidémie d'Ebola continue de faire des ravages en RDC. Le bilan s'est alourdi à au moins 55 morts au Nord Kivu, province à l'est du pays. Les autorités ont décrété la gratuité des soins pendant 3 mois dans les zones impactées. Et plus de 2000 Congolais doivent bénéficier de la campagne de vaccination. C'est un constat alarmant en Algérie. Depuis plusieurs semaines, les médicaments disparaissent des rayons dans les pharmacies. Tout est parti d'une décision des autorités qui réduit de manière drastique l'importation des médicaments. La suite vous est racontée par Philippe Randriana Rimanan sur les images de Kamel Zaït. Pour Abderrahmane, trouver des médicaments, c'est devenu un parcours du combattant. En cause, des pénuries dans les pharmacies. Je ne peux pas rester sans médicaments, mon état de santé risque de se détériorer. C'est ce qui pousse à chercher d'autres solutions comme demander à des gens qui voyagent ou à ceux qui achètent et revendent. En plus de la prostate, je suis asthmatique et c'est presque impossible de trouver la ventoline. Sans ventoline, un malade qui a une crise d'asthme risque des complications. Cela fait des mois que cette situation perdure. Dans cette pharmacie, les rayons semblent pourtant bien approvisionnés, y compris en ventoline. Sauf que les patients ont tendance à faire des stocks, ce qui aggrave la pénurie. Au total, près de 200 médicaments sont concernés. Aucune classe thérapeutique n'est épargnée par la rupture. Quand on est rationné par rapport au quota des médicaments, nous sommes obligés de, on ne va pas dire trier les malades, mais nous privilégions quand même, dans certains cas, les malades chroniques, et les enfants ou les personnes âgées. Ces ruptures de stock, elles s'expliquent par l'arrêt des importations de médicaments. Une décision du gouvernement algérien pour lutter contre la crise économique et financière liée à la chute du prix du baril de pétrole. Le syndicat des pharmaciens tire la sonnette d'alarme. C'est le pharmacien qui est en face du malade quand il appelle son répartiteur ou bien distributeur. Et à chaque fois que nous demandons par exemple un médicament, il nous dit qu'il est tombé en rupture. Les critiques se multiplient, d'autant plus que la facture des importations en Algérie peine à descendre sous la barre des 50 milliards de dollars. Comment réinsérer les ex-enfants soldats en Centrafrique? À Bangui, un centre de formation a ouvert ses portes cette année. Il accueille des jeunes qui misent sur cette seconde chance pour se reconstruire. Un dispositif du gouvernement qui commence à faire ses preuves. Reportage de Samuel Thierinzam avec Anaïs Renevier. C'est le métier qu'il a toujours rêvé d'exercer. À 16 ans, François peut enfin apprendre la profession de garagiste après un parcours chaotique. Issu d'une famille pauvre de la périphérie de Bangui, il n'a pu avoir accès à l'éducation. Faute de moyens, il a pris les armes très jeune. C'est un ancien enfant soldat. Dans notre pays, il y a beaucoup de véhicules, mais en cas de panne, il n'y a personne pour y remédier. Ça me ferait plaisir de remédier à ce genre de problème, et cela me permettrait aussi de prendre soin de ma famille grâce à mes activités. Si François a pu rejoindre ce garage en apprentissage après 6 mois d'études théoriques, c'est grâce à un plan gouvernemental. Mis en place au début de l'année, il permet aux plus défavorisés de se former à une trentaine de métiers manuels. La durée de formation des enfants ici est de 6 mois. Après les 6 mois, ils partent et on nous en envoie d'autres. Nous leur apprenons tout sans aucun secret. Nous partageons vraiment nos connaissances avec ces jeunes. Objectif annoncé du programme, éradiquer progressivement le phénomène des enfants soldats dans le pays. Selon des ONG, 80% des jeunes au sein des groupes armés seraient déscolarisés et issus de familles pauvres. Nous avons fait une étude prospective sur toute l'étendue du territoire national, surtout dans les zones dites sécurisées, et nous avons résolu comme quoi il fallait former 2054 jeunes sur toute l'étendue du territoire, sur 30 métiers. Dans 4 mois, François sera diplômé et pourra exercer sa nouvelle profession. Le programme éducatif devrait quant à lui être renouvelé en 2019. Voilà pour ce portrait. On ouvre à présent notre page économie. Stéphane Ballon de l'hebdomadaire Jeune Afrique est avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors on s'intéresse ce soir aux géants du web et de la question épineuse des impôts. Est-ce que Google, Facebook ou encore Airbnb, qui sont très présents sur le continent, paient des impôts aux gouvernements africains? Non, pas encore.
mais on voit émerger sur le continent des initiatives ici et là pour parvenir à leur faire payer les impôts. Vous avez sans doute entendu parler de la volonté des autorités ougandaises de taxer l'utilisation des messageries de Facebook ou de Twitter. Dans le même esprit, la Zambie vient d'annoncer son intention d'instaurer une taxe sur les appels téléphoniques émis via Internet, c'est-à-dire des appels effectués via WhatsApp et consorts. Bref, de plus en plus de pays africains réfléchissent aujourd'hui à la manière de taxer ces entreprises-là, ces géants américains, leurs activités sur leur territoire. Alors, on cite souvent l'exemple de l'Afrique du Sud, considérée comme une pionnière en la matière. Pourquoi ? Oui, de fait, les dirigeants sud-africains ont décidé d'instaurer dès octobre prochain une taxe sur tous les biens et services achetés en ligne. Mais il y a aussi le Maroc. Le Maroc réfléchit aujourd'hui à la mise en place, à partir de début 2019, d'un prélèvement sur les locations proposées, les locations de vacances, j'entends, proposées sur des sites comme Airbnb. De manière plus générale, on sait que des pays comme le Nigeria, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire suivent de près ce qui se passe en Europe, histoire de s'inspirer de ce qui pourrait être mis en place là. Et justement, les Européens veulent taxer entre 2 et 5% des bénéfices de ces multinationales, mais sait-on seulement ce qu'elles gagnent en Afrique? Il est très difficile d'évaluer les revenus de ces géants en Afrique, surtout parce que ces entreprises-là ne communiquent pas du tout. Mais on sait qu'en Afrique, comme un peu partout ailleurs, Facebook ou Google ne sont pas des philanthropes, loin de là. C'est des entreprises qui sont très attentives à la rentabilité de leurs investissements. On sait aussi qu'en Afrique, les marchés sont aujourd'hui suffisamment matures pour générer suffisamment des revenus substantiels pour ces entreprises-là. Je peux vous citer l'exemple de l'Afrique du Sud, où on estime qu'en 2021, c'est-à-dire demain, le chiffre d'affaires du secteur du numérique atteindra 25 milliards d'euros. Je peux aussi vous citer l'exemple du Maroc, où on estime aujourd'hui, selon nos sources, à 50 millions d'euros le marché de la publicité digitale. Toujours au Maroc, pour finir les exemples, on sait que les 10 millions de touristes que ce pays accueille tous les ans utilisent, plus de la moitié d'entre eux, utilisent aujourd'hui des sites comme Airbnb pour réserver leur séjour. Donc, c'est là autant d'éléments qui montrent qu'il y a une activité importante en Afrique pour ces géants du net. Mais pourquoi est-il si compliqué de taxer ces géants américains du web ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les États africains ne possèdent pas toujours les moyens, des moyens techniques pour tracer les transactions réalisées par ces entreprises-là. Et puis ensuite parce que ces entreprises ont pris soin d'installer leurs sièges sociaux dans des pays où la fiscalité est, disons, avantageuse, très avantageuse. Et puis par des tours de passe-passe, elles parviennent à payer très peu d'impôts dans les autres pays où elles sont actives. L'enjeu, si vous voulez, pour les États africains, c'est de parvenir à trouver des dispositifs qui permettent de prélever des impôts, mais tout en évitant de faire fuir ces entreprises, parce que personne n'a intérêt à ce qu'elles s'en aillent, parce que finalement, ces entreprises, malgré tout, sont les moteurs de la transformation digitale des économies. Merci beaucoup Stéphane Ballon pour toutes vos explications. Ce dossier sur les géants du web est à retrouver à la une de Jeune Afrique. Merci Stéphane. Merci. Place maintenant à votre chronique Histoire. L'histoire de la Tunisie contemporaine est une longue succession de combats. Un magazine spécial retrace les grands tournants de la société tunisienne. C'est à découvrir dans la revue Manière de voir du monde diplomatique. Avant d'accueillir le journaliste Akram Belkaïd qui a coordonné la revue, je vous propose de replonger dans nos archives. La résidence d'été du père de l'indépendance, transformée en musée Bourguiba. Pendant 23 ans, Ben Ali s'est appliqué à effacer les traces de celui qu'il a déposé par un coup d'état médical en 87. Résultat, toute une génération de Tunisiens ne connaît rien ou presque du premier président de la Tunisie indépendante. Mes enfants doivent connaître l'histoire de leur pays, l'histoire de la Tunisie, de sorte que s'ils vont à l'étranger, ils sauront quelles histoires raconter sur la Tunisie. Pour l'heure, dans ce musée, une seule image de Bourguiba est exposée, celle du libérateur de la femme tunisienne, celle du bâtisseur d'écoles et d'hôpitaux. Pas une allusion à sa part d'ombre, la répression des syndicats et des militants de gauche, la torture ou le régime policier qu'il a imposé.
Et avec nous sur ce plateau, Akram Belkaïd, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez coordonné ce numéro de Manière de voir du monde diplomatique. On y retrouve des analyses de journalistes, universitaires ou encore militants. Alors vous avez choisi de le titrer « Le défi tunisien au singulier ». Quel est le défi pour la Tunisie aujourd'hui ? C'est une bonne question. En fait, c'est le défi pour dire qu'il y a plusieurs défis. Ça aurait pu s'appeler le combat tunisien. C'est une manière de globaliser la situation d'un pays qui est un peu à part dans le monde arabe, c'est-à-dire qu'il a fait une révolution, qu'il y a eu un changement de régime, mais vaille que vaille, la Tunisie continue d'avancer. Il y a énormément de problèmes à régler. Et c'est cette, je dirais, ambiguïté qui nous a paru intéressé de mettre en avant dans un contexte, je dirais, régional assez difficile et assez perturbé. Avec plusieurs grilles de lecture. Avec plusieurs grilles de lecture. Alors, manière de voir, c'est un alliage entre des archives du monde diplo qui sont mises à jour, qui sont de manière à ce qu'elles soient compréhensibles aujourd'hui. Mais il y a aussi des inédits et on s'est dit qu'on avait la possibilité d'examiner l'historique de la Tunisie indépendante sur 3 phases, c'est-à-dire la phase Bourguiba, justement, ce qui a suivi l'indépendance, grosso modo de 56 à 87, la phase Ben Ali, terrible, difficile pour les Tunisiens, et puis la période d'aujourd'hui qui date depuis 2011, c'est-à-dire ce pays qui est en pleine transition démocratique, qui se cherche, qui a des avancées non négligeables, mais qui a encore énormément de défis à relever. Voilà. Alors l'histoire contemporaine de la Tunisie ne peut pas se raconter sans le père de l'indépendance, Habib Bourguiba. Alors dans un long portrait, on comprend qu'il avait un projet politique contrairement à son successeur Ben Ali. Quel était ce projet ? Alors c'est un article effectivement de Sophie Bessis, c'est un inédit, Sophie Bessis qui est historienne et qui connaît bien la Tunisie, qui est tunisienne, et qui montre un peu quel a été le parcours du combattant suprême, puisque c'est ainsi qu'on appelait Bourguiba. Donc c'est dire à quel point c'était important. Et donc c'était un modernisateur, c'était un nationaliste, ça a été quelqu'un qui s'est engagé pour l'indépendance de la Tunisie. Donc la Tunisie était un protectorat français, c'était une présence coloniale. Bourguiba s'est engagé très tôt dans la bataille indépendantiste. C'est quelqu'un qui ensuite est arrivé au pouvoir en 1956. C'est quelqu'un qui a mis bas la monarchie, parce qu'on oublie souvent que la Tunisie était une monarchie, c'est le père de la République tunisienne, 57, et c'est quelqu'un qui avait une vision modernisatrice, c'est quelqu'un qui voulait moderniser à tout prix son pays par l'éducation, et qui a été l'un de ses grands faits, je dirais, au-delà du combat indépendantiste, ça a été de proposer à son peuple ce qu'on appelle le statut personnel, le code du statut personnel, qui a énormément amélioré la position, en tout cas les droits de la femme, de la Tunisienne, notamment en mettant fin, entre autres, par exemple, à la polygamie. Et la Tunisie a longtemps fait, je dirais, a été en pointe dans tout ce qui a été droit et émancipation féminine. Donc Bourguiba, c'est ça, c'est le côté, je dirais, brillant, c'est le combat pour l'indépendance, c'est la modernisation, mais d'autre part, c'est aussi quelqu'un qui n'a toléré aucune contestation, qui a fait le vide autour de lui, et son histoire, l'histoire de sa présidence, c'est déjà aussi une histoire de répression, d'arrestation, notamment dans les milieux estudiantins ou syndicalistes. La gauche a été, à une époque, sa principale victime, mais les islamistes l'ont été aussi à la fin de son règne. Alors, il y a des façons, mais pourquoi Habib Bourguiba occupe toujours l'imaginaire politique des Tunisiennes et des Tunisiens ? Il y a plusieurs raisons. Je pense que d'abord, il est en droit d'occuper cette place parce qu'il a tout de même mené son pays à l'indépendance et il a su lui trouver un chemin, je dirais, qui l'a différencié des autres pays arabes. La Tunisie a eu beaucoup de soucis, a eu beaucoup d'échecs, a eu beaucoup d'expériences malheureuses, mais vaille que vaille, c'est un pays qui a avancé sous Bourguiba. Donc il y a ce côté bâtisseur de la nation moderne tunisienne. L'autre côté, je crois que c'est aussi lié au fait que sous Ben Ali, Bourguiba a disparu des radars. C'est-à-dire que
Au fil des ans, Ben Ali a pris le pouvoir en 1987 et a fait en sorte que petit à petit, Bourguiba disparaisse complètement du paysage. On l'a vu d'ailleurs dans notre sujet sur le musée. Voilà, il y a le musée, mais voilà, il était quasiment difficile de parler de Bourguiba, sa statue avait disparu. Et donc après la révolution de 2011, dans un contexte où les Tunisiens se sont aussi retrouvés en mal de repère, unificateur, Bourguiba a ressurgi et certains hommes politiques, dont l'actuel président Béji Caïd Sebsi, se sont quelque part, je ne dirais pas qu'ils ont essayé de s'accaparer cet héritage, mais ils se sont revendiqués de Bourguiba, parfois aussi de manière à faire front, à faire face à un autre courant important dans la société tunisienne qui est représenté par les islamistes de Nahda. Alors, il y a aussi une autre figure qui revient souvent dans cette Tunisie post-indépendance, c'est Ahmed Ben Salah. Qui est-il, cet homme? Alors bon, pour les jeunes Tunisiens, je crois que c'est un inconnu, mais c'est quelqu'un qui a énormément compté dans les années 60. Il a été, c'était une personnalité, une forte personnalité. Il a été le père de la collectivisation, c'est-à-dire que la Tunisie, qui est devenu un pays plus ou moins libéral sur le plan économique dans les années 70, eh bien, dans les années 60, ça a été plutôt une tentative d'expérience collective, socialiste, collectiviste. Et Ahmed Ben Salah a été l'homme orchestre, parce qu'il avait plusieurs portefeuilles ministériels. C'est un homme qui a énormément compté. C'est quelqu'un de très connu à l'étranger. Et bon, son expérience s'est mal terminée. D'une part parce que ces réformes collectivistes ont été rejetées par une partie de la population, et ensuite parce que je pense que le trop-plein de pouvoir qu'il avait l'a conduit à la chute, et finalement Bourguiba s'en est débarrassé. Alors c'est en 1987 que le général Ben Ali prend le pouvoir. Oui. Alors il perpétue les méthodes de Bourguiba, il va aggraver le népotisme, la corruption et aggraver la sécurité. Comment on explique qu'à cette période, les laïcs et les islamistes se rapprochent tout d'un coup? Alors, ils ne se rapprochent pas tout de suite. D'abord, quand Ben Ali prend le pouvoir, la Tunisie est dans une situation très difficile. Le mouvement islamiste, une partie en tout cas du mouvement islamiste a été tentée par la violence. Il y a eu des condamnations à mort. Ben Ali prend le pouvoir et arrive à un moment donné à stabiliser la situation. Et une grande partie des Tunisiens, à ce moment-là, respirent, se disent, voilà, on est tranquille. Très vite, le régime devient... policier, enfin, il est bâti sur le substrat policier qu'avait mis en place Bourguiba, mais disons que Ben Ali va le perfectionner, il va le renforcer, il va fliquer son pays, pour parler de manière triviale, et surtout, il ne va tolérer aucune contestation. C'est-à-dire qu'il va commencer par s'occuper des islamistes. Pendant ce temps-là, lorsqu'il s'occupe des islamistes, il faut le dire, une grande partie de l'opposition laïque ou progressiste, ou en tout cas non religieuse, regarde ailleurs, parce qu'elle estime que c'est dans son intérêt, mais se rend très vite compte que Ben Ali ne lui offre, elle aussi, aucune marge de manœuvre. Et donc, au milieu des années 2000, une partie de ces hommes politiques vont se dire que la seule solution, c'est de faire un front commun contre Ben Ali, et ça donne des prises de contact en 2004-2005 entre des gens qui, lorsqu'ils étaient étudiants, se connaissaient allègrement dessus, c'est-à-dire c'était vraiment des adversaires. Alors on voit aussi que Ben Ali respecte l'héritage des droits des femmes, mais comment va-t-il finir par l'instrumentaliser? Enfin, alors effectivement, il respecte l'héritage de Bourguiba parce qu'il a tout de même compris que par rapport à la communauté internationale, il n'y a rien de mieux que de dire écoutez, je ne suis pas le tyran que vous dénoncez, puisque regardez, je respecte les droits des femmes. Et effectivement, il a fait passer quelques lois qui ont renforcé un peu l'héritage de Bourguiba. Mais à quel prix ? À quel prix? D'abord parce que, par ailleurs, les libertés n'étaient pas respectées. Et puis, de toutes les façons, ça ne l'a pas empêché de mener la vie dure, de harceler, de persécuter les opposantes tunisiennes. C'est-à-dire que les femmes tunisiennes qui s'engageaient en politique et qui avaient le malheur de s'opposer au régime étaient traitées de manière assez terrible. Et il y a eu plusieurs, je dirais, rapports là-dessus. Mais Ben Ali a su être, entre guillemets, intelligent parce qu'il a bien compris que, par exemple, pour l'Union européenne, le fait de dire que les femmes en Tunisie avaient un statut meilleur qu'ailleurs, ça pouvait accorder un peu d'indulgence au régime. Et justement, quand on voit aujourd'hui la société tunisienne divisée sur l'égalité devant l'héritage, qu'est-ce que ça dit de cet héritage de Bourguiba finalement? Alors, cette question, elle est fondamentale et en même temps, je dirais qu'elle est très... il faut vraiment l'aborder avec beaucoup de prudence. D'abord parce que Bourguiba lui-même s'en est expliqué à plusieurs reprises. Il interdit la polygamie, mais il interdit la polygamie en se basant sur le Coran.
Sur l'héritage, il n'a rien pu faire. Pourquoi? Parce que c'est une prescription de la charia, c'est une prescription coranique. Donc c'est très difficile d'y toucher. Et on voit bien que même, parce qu'il faut préciser ce qui a été dit, on a tous dit que le président belge Kayed Sebsi soutenait le projet de loi pour cette égalité. Il n'en demeure pas moins qu'il y aura toujours une disposition qui permettra à certains Tunisiens, s'ils le souhaitent, de ne pas l'appliquer, en tout cas d'établir un héritage inégal. Et ça dit que le combat continue, le combat pour l'émancipation continue, et ça montre bien aussi quelque chose d'assez important. Ça montre quelque part aussi la vivacité et la force de la société civile tunisienne qui continue à se mobiliser sur cette question-là. Mais ce n'est pas le seul défi des Tunisiens. Il nous reste une poignée de secondes. Cela fait aujourd'hui 7 ans que la révolution a eu lieu. Est-ce qu'elle a tenu ses promesses ? En partie, mais bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et notamment, je pense que l'un des grands chantiers, c'est le chantier social, le travail pour les jeunes. Ça, la Tunisie a vraiment besoin d'un nouveau modèle économique. Et là, on le voit mal encore être défini. Merci beaucoup Akram Belkaïd. Je rappelle, votre numéro spécial Tunisie est à découvrir dans la revue Manière de voir du monde diplomatique. Merci beaucoup pour votre éclairage. C'est la fin de ce journal. À demain.